Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale crise ukrainienne et on va se poser la question, est-ce que ça va avoir un impact majeur sur la bourse? Mais tout d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la Russie va envahir l'Ukraine? Comme tu en as entendu parler, il y a énormément de troupes russes qui sont actuellement stationnées à la frontière ukrainienne pour, on le pense tous, envahir le pays, enfin en tout cas c'est ce que les pays occidentaux disent, et c'est évidemment nié par la Russie, donc on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas il y a des tensions énormes entre la Russie et l'Ukraine. La question qu'il faut se poser également, c'est est-ce que la bourse va s'effondrer? Un conflit majeur entre deux États, c'est jamais bon signe, et souvent ça implique une baisse énorme au niveau des marchés, et ça quand on est investisseur évidemment c'est très important à savoir, c'est une catastrophe internationale qui peut engendrer beaucoup de dégâts jusqu'à la bourse. Et donc dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question, faut-il investir ou vendre? Investir parce que on a des prix qui sont très intéressants aujourd'hui, ça a beaucoup baissé, on a des marchés qui sont effondrés, par exemple le CAC 40 cette semaine a baissé de plus de 1% et était en baisse lundi à l'ouverture de plus de 2%, ou vendre parce qu'on va avoir des conflits, au moins des tensions entre deux pays, l'Ukraine et la Russie, qui peuvent engendrer une chute des actions. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu pour le travail, c'est complètement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et la développer. Allez, let's go, c'est parti. Avant de répondre à toutes ces questions, regardons ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Comme tu en as entendu parler, il y a 150 000 soldats russes qui sont basés à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. On a des troupes qui sont également déployées en Biélorussie face à l'Ukraine. Et en mer Noire, on a une flotte militaire qui mouille également face à l'Ukraine. Comme tu peux le comprendre sur la carte, l'Ukraine est encerclée par des armées soit pro-russes, soit russes, et évidemment l'Ukraine a déployé en face de cette armée sa propre armée. Donc on a deux armées de deux pays différents qui se font face aujourd'hui. Et jeudi dernier, donc jeudi 17 février, ça a chauffé parce qu'il y a eu des tirs entre l'armée ukrainienne et des militants pro-russes. Alors c'est pas l'armée russe, hein, mais c'est quand même des militants pro-russes, et ça se passe tout près de la frontière russe, parce que c'est dans la ville de Stanitsia Louhanska. Je pense que je prononce mal le nom de la ville, mais c'est une ville ukrainienne très proche de la frontière avec la Russie. Évidemment, ça, on a peur que ça mette les feux aux poudres, ça pourrait déclencher un conflit entre deux nations, l'Ukraine et la Russie. Et c'est tellement tendu entre les deux pays que le président des États-Unis, Joe Biden, a dit les citoyens américains devraient partir, ils devraient partir. Maintenant, nous avons affaire à l'une des plus grandes armées du monde, en faisant référence à l'armée russe. Donc on voit que les tensions sont tellement importantes que Joe Biden invite les citoyens américains vivant en Ukraine de quitter immédiatement le pays pour retourner aux États-Unis, parce qu'en fait, il estime que les Russes pourraient envahir l'Ukraine d'ici la fin février. Donc c'est une date qui est très proche et on voit qu'il y a des tensions déjà avec des échanges de tirs entre des pro-russes et des Ukrainiens. Donc on est vraiment à un point crucial des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant qu'on sait tout ça, il faut connaître l'impact de ces tensions, voire même d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'économie mondiale. Et le plus important, en fait, ça va être les sanctions qui vont arriver vers la Russie et de la Russie vers les pays occidentaux après un conflit ou même pendant les tensions. Qu'est-ce que peut faire l'Union européenne contre la Russie et qu'est-ce que peut faire la Russie contre l'Union européenne? C'est ces deux questions qu'il faut se poser et qui, je pense, auront un impact majeur sur l'économie et donc sur la bourse. Première chose qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a une dépendance gazière importante envers la Russie. On a même des pays qui dépendent à 100% de l'approvisionnement russe. C'est par exemple le cas de la Slovaquie. L'Autriche dépend à 65% du gaz russe, ce qui est énorme. La première économie européenne qui est l'Allemagne dépend quand même de 37% du gaz russe, comme l'Italie. Et pour finir, on a la France qui est plutôt un bon élève, parce que seulement un peu moins d'un quart de son gaz vient de Russie. Et sur un peu toute l'Union européenne, en fait, la Russie représente 40% des importations de gaz. C'est juste énorme. Et évidemment, si la Russie veut couper le gaz en Europe, elle le peut largement. Il y a des pays qu'on n'auront plus du tout, par exemple comme la Slovaquie, et même des grandes puissances comme l'Allemagne, devront trouver un autre moyen d'importer du gaz, parce qu'elles dépendent à 37%
de la Russie. Donc on voit que la Russie a un poids énorme envers l'Europe, parce que si elle décide de couper le gaz, ben on va avoir des prix qui vont exploser, et en fait tous les particuliers vont devoir payer une électricité qui va être beaucoup plus chère. Alors en France c'est un petit peu moins parce qu'on a le nucléaire qui représente une grosse partie, mais dans les autres pays on risque d'avoir une explosion du prix de l'énergie. Autre point important, c'est que la Russie est un gros producteur de pétrole au niveau international. Au niveau des parts de marché, on a les États-Unis qui représentent 19% de la production mondiale, ensuite on a l'Arabie Saoudite à 12%, et on a ensuite la Russie à 11, suivi du Canada à 5, la Chine à 5 également, l'Irak à 5, et les Émirats Arabes Unis à 4%. Donc on voit que la Russie, c'est le troisième plus gros producteur de pétrole. Évidemment, s'ils décident d'attaquer l'Ukraine et que tous les pays occidentaux mettent en place des sanctions contre ce pays-là, bah, il est possible que les exportations russes de pétrole n'aillent plus vers l'Europe et aillent autre part. Donc ça sera un autre coup dur pour l'Europe, hein, puisque déjà l'Europe n'aura plus de gaz et ensuite elle n'aura plus de pétrole livré par la Russie. Donc on va avoir deux sources d'énergie qui vont être enlevées en Europe. Ça peut provoquer un choc énorme et qui peut évidemment faire chuter énormément la bourse en Europe, puisque plein d'entreprises n'auront plus de quoi s'alimenter en énergie et devront donc arrêter leurs usines ou arrêter la production, ce qui peut poser d'énormes problèmes sur le long terme. Maintenant qu'on sait tout ça, on a l'impression que la Russie domine complètement l'Europe et la situation et a toutes les cartes en main pour pouvoir décider de ce qu'elle va faire. Sauf qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Elle aurait des conséquences économiques catastrophiques si la Russie décidait d'arrêter l'export de gaz vers l'Europe. Selon Eurasia Group, qui est un cabinet international de conseil en géopolitique, 40% des recettes du budget fédéral russe viennent du gaz et du pétrole. C'est juste énorme. Et Eurasia Group estime qu'une suspension totale des exports gaziers impliquerait des risques graves à long terme pour la stabilité financière de la Russie et son influence en Europe, car l'Union européenne répondrait probablement de manière agressive en diversifiant son approvisionnement énergétique. Bah oui, évidemment, si la Russie décide de couper le gaz en Europe, bah évidemment l'Europe va se tourner vers d'autres pays pour importer du gaz. Et donc financièrement parlant, bah ça va être très difficile pour la Russie qui aura moins de rentrée d'argent, et en plus elle aura beaucoup moins d'influence parce qu'elle pourra plus décider de couper le gaz quand elle le souhaite, ou en tout cas même diminuer l'export de gaz quand elle le souhaite, parce que de toute façon l'Europe aura d'autres partenariats et pourra s'approvisionner en gaz de manière différente. Donc on voit que bah, la Russie en fait, oui, elle a des cordes à tirer au cas où, mais l'Europe peut également réagir parce qu'en fait l'Europe a quasiment un monopole sur la Russie. C'est l'Europe qui achète le plus de gaz à la Russie, donc si elle décide du jour au lendemain de ne plus en acheter, bah, ça peut porter un coup dur à l'économie russe et je pense même qu'elle aurait énormément de difficultés à s'en remettre. On voit donc que les deux protagonistes, l'Union européenne d'un côté et la Russie de l'autre, a des moyens de pression sur le camp adverse. Par contre, ce qui va se passer, c'est si les tensions entre l'Ukraine et la Russie continuent de s'accentuer, voire même qu'il y a un conflit armé entre ces deux nations, on risque d'avoir un prix du pétrole qui explose à la hausse. Ici, je suis sur le pétrole anglais, donc le Brent, et on voit déjà que depuis 2020, le prix n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on est à 92, quasiment 93 dollars le baril. Et ce qui est intéressant, c'est que si je dézoome, on n'a pas eu un prix aussi élevé sur le pétrole depuis 2014. En fait, ça fait 8 ans que le pétrole n'avait pas été aussi élevé. Dit comme ça fait un petit peu peur, sachant qu'en plus, les tensions entre l'Ukraine et la Russie pourraient de nouveau booster le prix à la hausse, et selon les experts, on pourrait dépasser 100 euros le baril si les tensions ou s'il y a un conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Si le pétrole augmente, bah évidemment, le coût du transport des marchandises va augmenter, ce qui va impacter le coût de toutes les marchandises, et on va avoir des secteurs qui vont être plus gravement touchés que d'autres. On pense au secteur industriel ou par exemple les compagnies aériennes qui ont besoin de pétrole pour fonctionner. Donc évidemment, s'il y a un choc sur le long terme sur le pétrole, ça peut avoir un coup de frein sur l'économie, et souvent quand il y a un coup de frein sur l'économie, bah, il y a un coup de frein sur la bourse, on a la bourse qui part à la baisse également. Si j'arrête la vidéo maintenant et que je te pose la question, faut-il investir ou vendre aujourd'hui? Je suppose que tu es plutôt du côté vendeur vu tout ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, je t'ai montré que les points négatifs. Alors on parle d'un conflit armé, je suis d'accord, il y a
pas beaucoup de points positifs, il n'y en a même pas du tout, mais il y a des côtés qui sont peut-être moins pessimistes. Il y a une étude américaine qui a été faite et qui est très intéressante. Je vais te la présenter tout de suite, tu vas voir, c'est pas mal. En fait, ils ont pris chaque problème géopolitique majeur depuis les années 1941 et ils ont regardé la chute du S&P 500 sur un jour, donc au moment où il y a eu le problème géopolitique, la chute totale du S&P 500 due à ce problème géopolitique, le nombre de jours qu'il a fallu au S&P 500 pour atteindre son plus bas, et le nombre de jours qu'a mis le S&P 500 pour retrouver son niveau d'avant-crise. Si on prend un exemple, par exemple, l'attaque terroriste aux États-Unis du 11 septembre 2001. En un jour, le S&P 500 a perdu 5%, et la baisse totale due à cette attaque terroriste est de 11,6%. Il a fallu 11 jours au S&P 500 pour atteindre son plus bas et 31 jours pour retrouver son niveau d'avant-crise. En fait, on voit qu'en un mois, on a récupéré, en fait, si on avait investi juste avant l'attaque terroriste, eh ben en un mois, en fait, on était retombé à zéro. Donc on voit que c'est plutôt rapide. Si on prend un autre exemple qui est similaire à ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'invasion du Koweït par l'Irak. On regarde, en un jour, le S&P 500 a perdu moins 1,1%, ce qui est plutôt faible. Par contre, la baisse totale due à cette invasion du Koweït est de quasiment 17%. Là, on parle d'une baisse qui est plutôt très importante pour le S&P 500. Il a fallu 71 jours pour atteindre le plus bas, donc environ un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi, et 189 jours pour rebondir et revenir au niveau d'avant la crise, donc avant l'invasion du Koweït. Alors ça paraît beaucoup 189 jours, mais en fait c'est un peu plus de la moitié d'un an. On est à peu près à 9 mois. Donc en 9 mois en fait, bah, le S&P 500 a retrouvé son niveau qu'elle avait avant la crise. Donc on voit en fait que bah, c'est pas tellement les problèmes géopolitiques qui font que les marchés vont s'effondrer. Alors oui, ils vont s'effondrer, mais momentanément. On voit là, en 71 jours, on a eu un effondrement, puis on est remonté en 189 jours. Donc à peu près en 9 mois, bah, les prix des actions que vous avez achetées sont revenus au prix initial. Donc en fait, c'est pas vraiment les problèmes géopolitiques qui posent problème, c'est les crises que ça peut engendrer derrière. Par exemple, on a eu la crise des subprimes, on a eu une baisse qui était bien plus importante sur un beaucoup plus long terme. Donc si l'invasion de l'Ukraine par la Russie implique un choc pétrolier ou un choc gazier ou je ne sais quoi, là oui, ça pourrait avoir un impact très important sur la bourse. Par contre, si c'est juste un problème géopolitique avec des tensions importantes entre les deux pays, ça pourrait avoir un impact plutôt mineur avec une baisse des actions et ensuite une remontée en quelques jours ou en quelques mois comme on l'a vu sur l'exemple qu'on a sur ce tableau. Juste avant de finir la vidéo, je voulais partager avec toi 3 citations de Warren Buffett qui s'appliquent aujourd'hui très très bien. La première, c'est la plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le moment d'acheter est quand personne ne veut acheter. En fait, c'est ce qui se passe à peu près aujourd'hui. On a une chute des marchés, personne ne veut vraiment acheter, tout le monde hésite. Et donc c'est potentiellement une bonne opportunité. Deuxième citation similaire à la première. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. La dernière citation, c'est achetez seulement des choses que vous serez parfaitement heureux de posséder si les marchés s'effondrent pendant 10 ans. À travers ces 3 citations, je pense qu'on a bien compris. Le but, c'est d'essayer d'acheter au moment où bah, personne ne le veut, les marchés sont au plus bas. Alors évidemment, il y a plus de risques, mais souvent, plus il y a de risques, plus il y a de gains potentiels à la fin. Donc oui, pour moi, c'est encore possible d'investir aujourd'hui. Alors c'est risqué, et pour moi, il ne faut pas vendre tout de suite. En tout cas, je ne vais pas vendre tout de suite mes actions. Je vais les garder, puisque de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer au niveau international. Je ne sais pas si Poutine va décider d'envahir l'Ukraine. Je ne sais pas s'il va décider de retirer ses troupes. Enfin, en tout cas, je ne sais pas trop ce qui va se passer au niveau géopolitique. Ce que je sais, c'est que je vais garder les actions que je possède actuellement. Je vais éviter d'en acheter beaucoup, mais je vais essayer de rester à l'affût de bonnes opportunités. Et si j'en vois, je te partagerai ça évidemment sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et dès que j'achète une action ou j'en trouve une très intéressante, je te le ferai savoir en te faisant une petite vidéo sur le sujet. Allez, n'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à la semaine prochaine, dimanche, 9 h.